bonsoir à tous, on est content de se retrouver tous ensemble ce soir pour un retour d'expérience. On a décidé avec Symfony, avec Codeine et Sensio Labs, d'aborder Symfony sous un angle professionnel. On a des conférences techniques, les Symfony Live et les SymfonyCon, et on avait envie qu'un client nous parle de son choix de Symfony, de qu'est-ce qu'il a fait avec l'intelligence artificielle, comment il a intégré à son projet et comment un partenaire, Codeine, l'a accompagné dans ses enjeux métiers et techniques. Alors pour ça, on va avoir deux intervenants qui vont parler ce soir. Donc là, c'est l'agenda. Donc on va laisser parler les intervenants. Ensuite, on proposera une session de questions-réponses. Ce sera plus simple de les laisser dérouler et ensuite de poser vos questions et réponses. Et tout le monde l'attendra. Donc il y aura un petit apéritif à la fin, une fois qu'on aura écouté cet échange. Donc les intervenants. Donc on a Damien qui travaille pour l'OPP BTP. Alors c'est long à dire, mais c'est un organisme professionnel donc, qui accompagne les sociétés du BTP dans la prévention de leurs risques. Et ils ont développé avec Codeine un projet que vous allez voir qui est assez intéressant, qui est le Yuka, pour ceux qui connaissent l'application Yuka, qui permet donc de scanner des produits. Donc ça peut être des pots de peinture par exemple, et qui va expliquer aux personnes aux professionnels qui l'utilisent comment les manipuler, les risques associés. Donc tout ça couplé avec de l'intelligence artificielle, ils se sont fait accompagner par Codeine pour développer ce projet sur Symfony, bien évidemment, qui est un framework professionnel. Et donc Damien, pardon, désolé. Et donc on a Damien qui est le responsable de la Digital Factory, qui s'est fait accompagner donc par Codeine. Et côté Codeine, on aura du coup Romain et Nicolas. Donc Codeine, c'est un partenaire certifié de Sensio Labs. Donc c'est une société qui propose donc des services professionnels autour de Symfony et même d'autres technologies comme la data, le hosting et le conseil en système d'information de manière plus globale. Et donc ils sont là ce soir pour nous parler un petit peu du projet et des enjeux. Donc merci en tout cas à Damien, Romain et Nicolas d'être présents et de nous faire partager et bénéficier de leur expérience autour de Symfony et de l'intelligence artificielle. Et merci à tous d'être venus. Et donc on va enregistrer, donc l'événement sera disponible en replay incessamment sous peu. Et ensuite, on va démarrer par Nicolas, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est bien évidemment très connu, donc qui est principal core team member de Symfony et qui donc s'occupe des aspects communautaires et techniques de Symfony et va nous faire bénéficier de son retour d'expérience sur comment est-ce qu'il se sert de Symfony dans son travail quotidien, qui est le développement, les contributions autour de Symfony. Il va nous répondre sur est-ce que ça lui a fait gagner du temps, est-ce que ça l'a aidé dans un travail qui est complexe techniquement et comment est-ce qu'il voit les choses. Donc ça va être un angle un peu différent des conférences techniques qu'on connaît. Donc merci en tout cas à tous de vous être rendus disponibles. Et je vais laisser donc la parole à Nicolas. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter quelques petites nouveautés de Symfony parce que ça fait partie de l'abstract aussi et peut-être pour ça que vous êtes venus. Et puis je vais faire aussi effectivement un petit retour d'expérience sur l'IA. On va aller assez vite, en 30 minutes, on n'aura pas le temps de voir beaucoup en profondeur, mais c'est pas grave. Mon but c'est de lancer les discussions et puis ça servira d'introduction aussi certainement à la présentation suivante. Alors, ça reste un petit peu technique, Adrien, je suis désolé. Au début, je vais vous parler donc les nouvelles fonctionnalités. J'aime bien commencer mes présentations sur le sujet par ce graphique qui est notre roadmap. C'est pour rappeler que Symfony, on bat la mesure avec les versions et que la mesure est codée dans le temps. Ce que ce graphique montre, c'est qu'on fait des publications de versions de façon périodique. Et donc là, le trait, c'est aujourd'hui, le trait vertical. Et aujourd'hui, donc vous pouvez constater qu'on a la version 5.4 qui est presque en fin de vie. La partie jaune, c'est les problèmes de sécurité seulement, puis les bugs fixes. On a la 6.4 qui est au début de sa vie, ou au premier tiers quasiment. On est en plein milieu de la 7.1 qui est la version stable. Donc ça devrait être celle-ci que vous utilisez normalement. C'est un conseil en tout cas, évidemment, la réalité est autre. Mais c'est l'objectif. Et ça se voit pas sur ce graphique, mais on vient tout juste d'entrer dans la feature freeze de la 7.2, qui est la prochaine version qui sortira fin novembre. Donc fin novembre, fin mai, nouvelle version. Voilà. Ça, c'est juste pour cadrer un petit peu les choses.
C'est très important. Adrien disait framework professionnel, Symfony, framework professionnel. Une des raisons pour lesquelles Symfony est un framework professionnel, c'est justement tous les process qui encadrent Symfony, et celui-ci en est un essentiel. Ça permet à tout le monde derrière de planifier ses montées en version pour les projets professionnels, mais aussi pour les projets open source, parce qu'il y en a qui sont basés sur Symfony. Ibexa, Drupal et plein d'autres se sont calés sur ces façons de faire. Alors, j'ai regroupé en 4 catégories, je crois, les fonctionnalités. J'en ai sélectionné quelques-unes, on n'aura pas le temps de creuser en détail, mais si les fonctionnalités en elles-mêmes ne vous parlent pas, c'est pas forcément grave. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de l'attention et de là où on porte l'attention au sein de la communauté. C'est assez régulier, la développeur expérience, donc l'expérience de développement, c'est essentiel et c'est une initiative qui date des débuts de Symfony, évidemment. On veut faire que développer en Symfony, ce soit toujours plus efficace, toujours plus rapide, avec générateur de problèmes non, et quand il y en a, qu'on soit capable de les identifier rapidement, de les corriger, etc. Là, j'en ai sélectionné 4 sur ce thème. Vous allez voir, c'est des choses très pointues, très précises, mais ça correspond au degré de maturité du framework. Au bout d'un moment, c'est bien de n'avoir que des choses très prosaïques à dire. Ça veut dire qu'on est stable, et la stabilité, c'est aussi gage de professionnalisme pour le framework. Alors, la première ligne, ça introduit une nouvelle variable d'environnement qui va permettre, en mode développement, de désactiver tout ce qui est tracking des ressources. Dans Symfony, Symfony contrôle tous les fichiers sources qui servent à construire l'application. Et dès que Symfony détecte un changement, il va invalider le cache et se recompiler sans que vous ayez à vous en soucier. Dans certains cas d'utilisation, ça pose des problèmes. J'en ai 2 exemples en tête. Un, c'est quand vous avez une application qui est tellement lourde à compiler que vous voulez contrôler quand vous allez la recompiler. Ça, c'est un use case qui a été remonté par la communauté et c'est valide dans ce cas-là de désactiver ce système. Et le deuxième système, c'est quand on veut externaliser le contrôle de tous ces fichiers. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu en R&D dans la communauté. C'est qu'aujourd'hui, c'est Symfony qui s'occupe de faire le monitoring. Mais en fait, il y a des processus externes qui pourraient être plus performants pour le faire. Sous Windows, par exemple, pour monitorer plein de fichiers, Symfony doit utiliser l'OS de façon assez intensive, 10 000 checks à chaque requête, ça peut coûter. Et donc, du coup, on pense qu'avec un petit programme compagnon en Go, ça pourrait être une façon d'améliorer l'expérience de développement. Voilà, j'ai passé un peu de temps là-dessus, mais je vais peut-être être un peu plus rapide sur les suivants. Quand vous utilisez le serializer, la fonctionnalité suivante va vous donner des erreurs détaillées sur le JSON quand il y a un problème, ce qui n'est pas le cas par défaut, mais maintenant, ça serait le cas. Le serializer, la troisième fonctionnalité, c'est un objet central dans Symfony. Et quand je dis central, il est tellement central qu'il a été unique pendant très longtemps. Il y avait un serializer dans Symfony. Un serializer qu'on configure ensuite pour être capable de sérialiser des objets de type métier, numéro A, B, C. Enfin, vous avez tous différents objets de type métier qui vont être sérialisés de façon particulière. Et du coup, on se retrouve avec un serializer qui sait comment sérialiser beaucoup d'objets. Et cette connaissance crée des problèmes de performance. Parce que du coup, cette base de données ou cette connaissance de tous les normaliseurs des normaliseurs, pour ceux qui connaissent ce vocabulaire, ça peut avoir un impact de performance. Et donc, du coup, un contributeur a proposé de rajouter plusieurs serialiseurs. Comme ça, vous pourrez facilement utiliser le serializer qui connaît les objets bleus d'un côté, mais pas les rouges, et de l'autre côté, celui qui connaît les objets rouges de l'autre. Dernière petite fonctionnalité, vérifiez vos traductions. Ça, c'est quelque chose qui manque effectivement aujourd'hui. Les traductions, c'est anglais et français, par exemple, c'est des tables de correspondance. Mais en réalité, les tables de correspondance, c'est pas des messages, c'est des messages à trous en général. Parce que quand vous avez un message de traduction, vous avez une variable à un endroit qui va dire la quantité typiquement. J'ai pas d'exemple en tête, mais pourtant il y en a des tonnes. Et ça se codifie avec un format particulier, on peut faire des erreurs. Et donc du coup, cette commande va permettre de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans ces fichiers de traduction. Et plutôt que de le découvrir en prod, de le découvrir dans l'intégration continue. C'est sympathique. Alors voilà, ça c'était la développeur expérience. Il y a un autre objectif qu'on a aussi dans Symfony, c'est de rendre le hosting des applications Symfony le plus simple possible.
C'est pas facile de hoster des applications complexes. Symfony, il y a une étape de compilation, donc il faut chauffer des caches, il faut générer des métadonnées. Enfin, il y a plein d'étapes à faire. Et là, par exemple, j'ai sélectionné deux travaux, deux améliorations sur ce thème. Il y a des choses comme les proxys, les entêtes, les hosts de confiance qu'on doit configurer dans Symfony quand on est dans des systèmes de hosting avec un reverse proxy devant, ce qui est très fréquent en réalité. Et ces choses-là, jusqu'à maintenant, il faut le configurer dans l'application Symfony. Et donc, il doit y avoir quelqu'un qui a la connaissance de Symfony, qui doit bidouiller Symfony pour la prod, pour le déployer correctement dans l'environnement cible. Le but ici, c'est de permettre à l'environnement de dire à Symfony comment se configurer tout seul. Donc, en fait, c'est de simplifier le déploiement des applications, puisque une fois, on se pose la question, quand on configure l'environnement, voilà comment je dis à Symfony le host, les proxys, les headers, etc. Et puis ensuite, l'application Symfony va se configurer comme une grande, sans qu'on ait rien à faire avec du YAML et ce genre de choses. Le deuxième point, c'est un concept qu'on essaie de rajouter dans Symfony. On essaie de séparer le concept de cache et le concept de build. C'est pas facile. Le but de séparer ces deux concepts, c'est qu'on se dit que le build, on pourrait le mettre dans un endroit en lecture seule. Donc, l'idée, c'est de se dire, on devrait être capable, hors ligne, de créer une image de l'application Symfony, de la compiler, de remplir le build-dir, de déployer tout ça dans un système de fichiers read-only, comme ça on a coupé court à tout problème de sécurité, en tout cas pour ces fichiers-là. Et à côté, on garde un petit endroit où écrire des choses qui ont besoin d'être écrites dynamiquement, le cache-dir. Cette séparation n'est pas évidente. Historiquement, on a toujours eu un cache-dir, on a toujours tout mis là-dedans, c'est toujours été en lecture-écriture possible. Et donc maintenant, on essaye de bouger la communauté et plein de choses, des systèmes techniques, pour qu'ils fassent une séparation claire entre les deux. Voilà, l'objectif, no ops hosting, c'est vraiment simplifier l'hébergement des applications Symfony. Cette promesse est tenue quand vous utilisez Plateforme Message, par exemple, puisque là, Plateforme Message, maintenant, je ne lui ai pas encore donné, parce que c'est moi qui vais faire cette contribution, j'imagine, la connaissance de ces variables d'environnement, mais c'est à peu près certain que parce que vous allez utiliser Plateforme Message, vous aurez tout de suite le bénéfice du Trusted Host, Trusted Headers, etc. Built-in. Et vous pouvez faire la même chose sur votre système de hosting, évidemment. Si ce n'est pas Plateforme Message. Alors, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore mergées. Je vous ai dit Feature Freeze. Donc, celles-ci, elles ont été proposées, mais on n'a pas encore... la communauté n'a pas encore validé les contributions. Elles sont là depuis plusieurs mois, donc c'est des choses que je liste ici parce qu'elles sont particulièrement intéressantes, je trouve. Et la communauté en a envie. Ça pousse derrière. Alors, le Double Submit Sister Protection, c'est un mécanisme de protection contre les attaques de type... un certain type d'attaque, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais historiquement, Symfony a cette protection, mais la façon de faire n'utilise pas les capacités modernes des navigateurs. Donc là, maintenant, on va se dire qu'on va fournir ça, ce qui va permettre de simplifier derrière le code du côté serveur. Les access tokens, ça vous connaissez peut-être ces systèmes si vous parlez à des API tierces. Il y a besoin de les rafraîchir régulièrement, ce genre de choses. Donc là, il y a un système qui permettrait de les gérer, qui est proposé. Les feature flags, pareil. Est-ce qu'on active ou pas telle fonctionnalité à tel utilisateur ou telle proportion des utilisateurs? Il y a des intégrations avec des prestataires tiers qui permettent, dans leur back-office, d'activer et désactiver des features en fonction de différentes règles. Donc ça, c'est aussi un besoin commun et on pourrait avoir un composant pour ça. J'ai parlé de la sérialisation tout à l'heure. La sérialisation, il y a un concept qui va avec, c'est tout ce qui est mapping d'objets. On a deux objets qui se ressemblent beaucoup dans leur forme, mais qui sont quand même différents. Et c'est assez fréquent de passer les données de l'un à l'autre. Et donc, on appelle ça des DTO, ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est des étapes qui sont internes et qui aboutissent en général à la production d'une réponse sur l'API. Et donc, ce composant permettrait d'exprimer facilement comment transformer un objet A en un objet B en prenant les données qui sont dans A pour les mettre dans B. Et dans cette histoire de la sérialisation, toujours, on a une proposition qui est un générateur de JSON très performant. Et vous connaissez peut-être JSON encode, la fonction, vous lui passez un objet, ça génère une chaîne de caractères qui est ce JSON.
Là, ce que va faire ce générateur, c'est qu'il va découper, il va générer du code qui, lui, va générer le JSON. Et le code qu'il va générer, c'est des trucs comme echo accolade, for each, le type d'objet qu'on veut itérer, etc. Donc en fait, ça va générer un code qui est la version la plus optimisée possible. On trouvera sûrement des façons d'améliorer après, mais en tout cas, on a un point de départ pour que les réponses d'API, même pour des objets lourds, ne passent pas par la génération d'une énorme string chaîne de caractères en mémoire pour ensuite l'envoyer sur le réseau. On peut streamer ça en temps réel. J'ai choisi, oui, il y a 3 petites choses supplémentaires, et puis ça va me faire la transition sur la suite. Le composant notifier permet d'interfacer donc le concept de notification avec des prestataires. Il y a des tonnes de prestataires à qui vous pouvez envoyer des notifications et qui vont les relayer aux utilisateurs qui seront les vôtres à un moment forcément. Donc on peut penser au SMS, à envoyer des messages sur WhatsApp, sur Slack, sur Telegram. Je vais m'arrêter parce que la liste ne fait que s'allonger. Donc là, ce sont les nouveaux. Ce sont les nouveaux prestataires que vous allez pouvoir très facilement du coup intégrer aux applications Symfony. Il y en a une qui est particulière là-dedans, enfin il y en a un plutôt, Joli Notif. Joli Notif, c'est un système de notification sur le bureau des utilisateurs. Du coup, ça, c'est sympathique. Si vous faites une petite application bureau, Joli Notif va afficher un pop-up sur le bureau. Pour un truc en ligne de commande, ça peut être sympathique. Ensuite, alors, HTTP client. Le client HTTP propose depuis assez longtemps maintenant, un client qui sait lire les server-sent events. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un format de streaming de données depuis un serveur vers un navigateur en général, vers un client de façon plus générale. Ici, le client, ça serait l'application Symfony qui reçoit des données au fur et à mesure sous ce format codifié, les server-sent events. Dans la présentation sur les nouveautés de Symfony, vous pensez que je ne vais pas vous parler des bugs, mais en fait, si, parce que c'est une grosse partie de l'activité de Symfony. Mais je vais vous parler de celui-là parce qu'il me fait une transition parfaite avec la suite. C'est que les server-sent events, c'est le format de streaming, c'est un des formats de streaming qu'utilise OpenAPI pour générer, pour vous envoyer plutôt ces réponses. Soit vous avez un JSON et vous attendez la fin de la réponse API, mais vous pouvez attendre longtemps. Vous allez en parler, je crois, de ce sujet. Soit vous pouvez, parce qu'il y a un système interactif et parce que ça a du sens de récupérer bout par bout la réponse du GPT, vous pouvez récupérer ça avec l'application Symfony et au fur et à mesure que OpenAI, typiquement, vous envoie les données, en faire quelque chose. Il y a un client qui fait ça. Quand je dis un client, je pense même à une entreprise qui utilise Symfony. Et sauf que c'était buggé. Donc, grâce à lui, on sait qu'il y a des gens qui l'utilisent, c'est une bonne chose, et on sait que maintenant ça marche mieux. C'est le deuxième bénéfice de la communauté. Et au niveau des traductions, dernier point, on a amélioré, alors là on est dans le concept des process. Le code n'a pas changé, c'est pas un bug, mais la gestion des traductions dans Symfony, c'est quelque chose qui est un peu pénible, parce qu'il y a une 50aine de langues différentes qu'on a dans les tables de traduction. On n'a pas l'expertise pour traduire en 50 langues différentes, donc on se repose sur la communauté. Et évidemment, GPT est très capable et très compétent pour tout ce qui est traduction. Donc grâce à GPT, on a introduit une nouvelle façon de faire qui va ressembler à ça. La nouvelle façon de faire, ça consiste à demander à GPT de nous proposer, de nous traduire en fait nos fichiers de traduction. Et dans les fichiers de traduction, on va utiliser un petit label, vous voyez ici, alors c'est peut-être un peu petit, mais avant, on avait un state needs translation, avec la version anglaise dupliquée en guise de traduction. Et puis en vert, state égale needs review translation, et là, on a une chaîne générée par GPT. Le but, c'est de mettre en place un process où on a quelque chose à afficher, qui est une traduction qui en général est quand même correcte, surtout pour des messages courts, que GPT va générer. Mais on va pouvoir quand même faire un appel à relecture à la communauté pour que eux puissent, des gens qui parlent la langue nativement, puissent corriger. Et ça arrive, hein. Évidemment, GPT ne fait pas des messages parfaits. Donc il y a très souvent des ajustements, mais pas tout le temps. Et en tout cas, c'est mieux d'avoir quelque chose qui n'est pas parfait que d'avoir l'anglais. Alors ça, c'est compliqué à faire. Les process sont en place. Ce qui est compliqué à faire, c'est de trouver le prompt qui va permettre d'intégrer GPT
pour que ça puisse passer facilement. Parce que moi, je lui dis, voilà le patch qui m'a été... Voilà le fichier de traduction, génère-moi des traductions qui vont correspondre... Enfin, qui vont... Pour les fichiers, pour les traductions, voilà, vous avez compris. Et GPT va me dire, oui, voilà les traductions. Et puis là, j'ai un petit texte qui est sympathique, mais qui n'est pas structuré. Donc, comment je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, bah, j'ai passé pas mal d'itérations à trouver un prompt qui, au bout d'un moment, m'a permis de lui passer mon entrée qui était un fichier diff et de sortir un autre fichier diff. Ça a marché. Mais le lendemain, j'ai essayé le même prompt et ça n'a pas marché. On est d'accord? Bon, voilà. Donc, ça, je pense que ça a introduit le sujet de l'IA. Il y a vraiment des choses à faire. C'est très intéressant. Et c'est aussi compliqué. Il y a des vrais challenges. Alors, du coup, j'ai creusé un petit peu le sujet. Ah oui, avant ça, je voulais vous raconter aussi cette utilisation de GPT. Là, qui est franchement magique. Ça augmente ma productivité personnelle énormément. Ces trucs-là, c'est des formules magiques qui permettent de traiter des fichiers vidéo. Formule magique, FFmpeg. Tout le monde est expert en FFmpeg, évidemment. Si je vous demande de convertir la piste audio numéro 2, etc., d'accord? Eh bien, GPT, vous lui parlez français ou anglais, en disant que vous voulez utiliser cet outil pour prendre une vidéo et enlever l'audio ou remplacer l'audio par un autre fichier, enfin, en gros, ce que vous voulez faire. Et il sort la commande FFmpeg, et c'est génial. Voilà. Je pense que vous avez cette utilisation-là. Hein. Je n'imagine pas être le seul, mais c'est vraiment l'usage le plus performant que je puisse avoir de GPT. Des outils que je ne connais pas forcément très bien, et GPT me dit comment les utiliser. Des formules magiques, quoi. Ça dit abracadabra, hein, c'est ce qui est marqué sur le slide. Hein. Mais ça marche super bien. Alors, évidemment, et ça marche pour des commandes comme ça, mais ça marche pas terrible pour du code. Je sais pas vous, mais moi, quand je lui dis « fais mon job à ma place », en général, le code qui est produit, c'est pas le bon. La formule magique qui va me produire, ça marche pas. Donc voilà. La promesse n'est pas totalement remplie, mais il y a des endroits où ça marche super bien. Alors vous avez peut-être vu passer cet article qui regroupe 3 études qui parlent de la productivité des développeurs dans un premier temps. Et là, il s'intéresse à 3 questions. C'est est-ce que la qualité du code est améliorée? Donc est-ce qu'ensuite on a plus de bugs ou pas, avec ou sans copilote en particulier? Et puis, est-ce que les développeurs se sentent mieux en termes de charge de travail? On parle de burn-out sur la 3e question. C'était ça le thème. Et donc là, l'étude dit ça change rien, voire c'est pire. Parce que les bugs, il y a plus de bugs quand on prend des gens qui utilisent Copilot, qui prennent le code généré par Copilot, qui le mettent en prod, bah, il y a plus de bugs. Donc la promesse de Copilot n'est pas là, et je ne sais pas pour vous, mais ça correspond à mon expérience. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Alors, de temps en temps, c'est sympathique. Il y a une fois où je l'ai utilisé, où ça m'a vraiment aidé, c'est quand j'avais une connaissance partielle d'un sujet. La connaissance partielle, en l'occurrence, c'était pour évaluer l'entropie d'un mot de passe. Donc, la mesure de la complexité d'un mot de passe. D'accord ? Et donc, je lui ai demandé, comme ça, je lui ai dit, GPT, quel est l'algorithme qui permet de calculer l'entropie d'un mot de passe ? Et il m'a sorti une formule. Et j'ai pu lui poser quelques questions parce qu'il me dit voilà une formule simplifiée. Je lui demande qu'est-ce que ça serait une formule pas simplifiée. Et du coup, il m'a appris comment coder un algorithme de calcul d'entropie. Évidemment, je ne me suis pas servi de ce code-là pour le mettre dans l'application, ou dans Symfony en l'occurrence, mais j'ai appris les concepts et j'ai appris plus vite la solution finalement, et puis j'ai réécrit le code comme il fallait qu'il soit écrit, c'est-à-dire pas comme GPT me l'avait donné. Mais ça nécessite évidemment une double compétence, et une compétence de lecture très critique de la sortie. Alors, par ailleurs, il y a GitHub, c'est eux qui font Copilot, hein, qui sort des études où là, ils vont poser la question aux développeurs. Ils ne vont pas regarder des données a posteriori, ils vont poser la question aux intéressés. Et les intéressés sont aux États-Unis à 90% fans du truc. Au Brésil, 61%, en Allemagne, 60%, et en Inde, 81%. En bleu, c'est les gens qui pensent que ça améliore significativement leur productivité, ou la qualité de leur code, en l'occurrence. En vert, c'est somewhat. D'accord ? Et puis les autres, c'est neutre, voire c'est pire. D'accord ?
Et je suis assez d'accord avec ce graphe aussi. J'ai l'impression que ça m'aide. Je vous ai parlé d'FFmpeg. J'aurais pas pu être aussi efficace dans le traitement des vidéos des conférences Symfony Live si j'avais pas eu GPT. Mais je vous ai aussi dit qu'il y a plein de moments où ça m'a pas aidé. Voire, ça m'a permis juste d'expérimenter, ça m'a fait perdre du temps parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché, et puis j'ai dû le faire comme je sais faire, et je sais que ça marche. Et la troisième étude, la troisième étude dont on parle dans cet article, c'est une étude de GuideClear qui étudie le nombre de changements dans une base de code. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça dit que, en fait, je vais vous le résumer parce que c'est beaucoup de chiffres, on voit que la ligne d'en bas, il y a beaucoup plus de lignes ajoutées, de lignes supprimées, de lignes déplacées, de copier-coller, de rechercher, remplacer, de churn. Le churn, c'est le taux de mise à jour des lignes de code. Ce que ça dit, c'est que en fait, GPT, on l'utilise, on fait du copier-coller, en gros, on perd tout concept d'architecture, d'abstraction, on fait des trucs qui marchent localement, et on se retrouve avec aucune conception logicielle. Et comme GPT, il sait générer du code, mais il ne sait pas transformer du code existant, bah c'est pareil. En fait, on fait que en rajouter, donc on empile des choses un petit peu bancales au début qui deviennent de plus en plus bancales. Et donc, en fait, ça s'effondre si on n'a pas un taux de mise à jour, d'activité, de correction, etc. très élevé. Ça, on est loin d'avoir corrigé ce sujet. Je crois qu'il y a... pour le code, il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois. J'imagine que ça correspond à une certaine expérience aussi que vous avez en utilisant ces outils. En tout cas, je serais content d'en discuter avec vous. Alors, quelques petits slides pour finir, pour ouvrir le sujet et peut-être introduire certains concepts, en tout cas les poser, parce que je pense que c'est toujours utile. L'IA générative, parce qu'on parle bien d'IA générative, hein, c'est le truc du jour, on dit l'IA, mais en fait c'est l'IA générative qui nous intéresse et dont on parle. L'IA générative, il y a un gros sujet de centralisation. Il y a quelques acteurs dans le monde qui ont la capacité de créer les modèles et de les fournir. Donc il y a un sujet d'entraînement des modèles, il faut être Google, Facebook, OpenAI, enfin il faut être très gros pour créer des modèles. Une fois que vous avez un modèle, c'est quoi? C'est quelques gigas de données. Sauf que pour que ce giga de données ou ces gigas de données contiennent des choses utiles, bah, il faut brûler des forêts parce que ça nécessite beaucoup de ressources et d'énergie. Et puis aussi des compétences et aussi, etc. Et de l'accès aux données aussi, évidemment. Du coup, il y a un concept d'hébergement aussi, parce que ces modèles, il faut les faire tourner. Ça demande des ressources logicielles, des cartes graphiques en particulier. Vous savez qu'NVIDIA, ils ont explosé la bourse parce que tout le monde pense que l'IA, c'est la nouvelle électricité, en gros. Hein. Et ça, posez-vous la question, c'est possible d'héberger une IA sur sa machine. Ça marche très bien, mais ça ne scale pas du tout. Vous ne mettez pas ça en prod, quoi. Et si vous voulez mettre ça en prod, vous allez vous ruiner chez Amazon ou chez d'autres parce que les machines, elles vont vous coûter très cher. L'interopérabilité, ça, c'est la question de savoir si vous commencez avec OpenAI, est-ce que vous allez pouvoir demain passer sur un autre modèle? Ben non, ou c'est très difficile en tout cas. C'est très, très difficile. Donc du coup, si vous créez des business entiers sur OpenAI, ChatGPT, ben, vous risquez de filer votre valeur ajoutée, vos marges, etc. à OpenAI un jour. Et c'est pas terrible comme modèle de société. Pour eux, c'est génial, hein, c'est pour ça qu'ils lèvent des milliards. Mais pour nous, il faut qu'on fasse attention. Du coup, c'est ce concept de captation de valeur. À quel endroit est-ce que nous, qui ne sommes pas Facebook, qui ne sommes pas Google, à quel endroit on peut vraiment capter la valeur qui est produite par l'IA? Bah, c'est pas facile en réalité. Hein. C'est pas facile. Parce qu'à un moment, ils augmentent les prix, c'est terminé. Alors, il y a une expertise dans les prompts. J'en ai parlé un petit peu, comment on fait générer des diffs à une IA. C'est pas facile, mais c'est possible. La maîtrise des formats de sortie aussi, ça c'est quelque chose qui est... je parle de ça. Il y a le prompt, c'est l'entrée, mais c'est aussi la sortie. Comment on structure des sorties, c'est-à-dire comment on spécialise un GPT pour un cas d'utilisation métier. C'est ça. Hein. Il y a aussi une compétence là-dedans. Il y a aussi le concept de fine-tuning. Donc vous prenez un modèle et vous rajoutez une surcouche d'entraînement spécialisée sur vos données à vous. C'est pas mal, ça permet de faire des choses plus avancées. Il se pose la question de l'hébergement, de l'accès au fine-tuning, de l'interopérabilité, CF le slide d'avant, hein, on est toujours sur de la centralisation. Donc il y a un vrai sujet aussi là-dessus.
Et puis le dernier slide, qui est un slide non négligeable aussi, on en parle beaucoup, mais il faut continuer à en parler. L'IA générative pose la question de la propriété, des deux côtés, propriété des données qui ont été utilisées pour entraîner les modèles, d'une part, propriété des résultats de GPT. Alors pour du code, peut-être que Microsoft va vous appeler en disant ce code, il est à moi. Mais pour des œuvres, des idées photos, par exemple, il pourrait se poser la question. Il suffirait qu'une boîte qui fait de l'IA mette une petite clause quelque part dans un contrat que vous avez accepté sans le lire pour que ça crée des problèmes. Et c'est un vrai sujet. Fiabilité, vous connaissez les hallucinations, vous savez que ces trucs peuvent répondre n'importe quoi. Des fois, souvent, ils disent n'importe quoi, donc CF qu'il faut vérifier. Les biais, ça c'est la base d'entraînement, hein, évidemment. Les biais humains en particulier, hein, sur le genre, l'origine ethnique, enfin, plein de choses comme ça. Et il y a un problème de confidentialité des données. Alors je lisais un article aujourd'hui, ça tombait bien, je me suis dit que c'était parfait pour illustrer ce point. Confidentialité des données, alors là c'est une boîte qui fait des rapports, des comptes rendus de réunions automatisés. Et ces boîtes-là, enfin ces robots-là, écoutent toutes les réunions et font des comptes rendus de toutes les réunions. Et puis ils se souviennent de ce qui a été dit à la réunion précédente, donc on peut lui demander. Et le problème de confidentialité qui était identifié, parce que quand on pense à confidentialité, on se dit que j'envoie ces données, mes réunions, donc tout mon savoir-faire, à une entreprise tierce. C'est un vrai problème. Mais c'était pas ça dont on parlait dans l'article. Ce dont on parlait dans l'article, c'est que l'IA restitue des choses qui ont été dites à une réunion dans un nouveau contexte dont elle n'a pas connaissance. Et donc là, c'était de dire une réunion qui a eu lieu sur une opportunité d'investissement a été restituée par l'IA alors que les investisseurs étaient là. Ça leur a pas plu, ils sont partis. Parce qu'il y avait de l'information confidentielle, privée, qui a été enregistrée à ce moment-là et qui a été restituée par l'IA, alors que c'était pas du tout opportun de le faire à ce moment-là. Parce que c'était pas les mêmes interlocuteurs. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci pour votre attention. Merci. Bonjour à tous, Damien Piquet, donc de l'OPP-BTP. Aujourd'hui, on va vous parler de l'intégration de l'IA dans Symfony, et notamment d'un cas d'usage, donc à l'OPP-BTP, de l'inventaire des produits chimiques. Pour vous contextualiser un peu tout ça, l'OPP-BTP, on travaille pour les entreprises du BTP, donc partout en France. Et aujourd'hui, on a un site internet qui s'appelle Prévention BTP. Et dans ce site internet, on a un écosystème de multiples produits. Des produits qui vont aider les entreprises à s'améliorer sur la prévention des risques, donc pour éviter les accidents. Et donc dans cette galaxie de produits, on a ce projet qui s'appelle donc l'inventaire des produits chimiques, qui est une plateforme qui a été développée en 2014, en tout cas qui a été livrée en 2014, et donc qui a commencé à devenir vieillissante. On a enregistré en 2020 une baisse d'utilisation de moins 25%. Et puis, on s'est rendu compte au travers d'études que l'ergonomie, la saisie était compliquée. Aujourd'hui, l'OPP-BTP elle a besoin de s'adresser à des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui représente, allez, grosso modo, 80% des entreprises du BTP en France. Donc on avait besoin de refondre ce produit, fort de ce constat, avec plusieurs objectifs, mais qui sont assez communs. C'est faciliter la saisie, mutualiser et automatiser les enregistrements de produits. Aujourd'hui, l'inventaire, je vous montrerai après les petites captures d'écran, c'est on rentre sur le produit, on va pouvoir rentrer on arrive sur l'outil, on rentre le produit, et ensuite on va pouvoir voir si le produit il est dangereux ou il n'est pas dangereux, en fonction de la santé, si pour l'environnement et pour les dangers inflammables ou pas. Ensuite, dans les objectifs qu'on avait aussi besoin, c'est cette donnée finalement qu'on a à l'intérieur de l'outil. Aujourd'hui, si je vous prends, là je n'ai pas d'exemple, mais si on prend des produits par exemple ménagers, il y a des composants dedans qui peuvent être nocifs pour nous en tant qu'humains. Et du coup, l'idée c'est est-ce que je peux retirer ce produit-là avec un autre produit qui sera potentiellement moins toxique pour l'humain, plus écologique. Et voilà.
Donc, l'idée derrière, c'était vraiment de voilà, toutes les données qui sont saisies dans l'outil. Alors, je pourrais passer la parole à mes compères. C'était, je ne sais plus, une centaine de milliers de produits qui étaient saisis et manuellement et par entreprise et par salarié. Donc, ça représente des heures et des heures. On avait établi, je crois, pour entrer un produit, c'était environ une demi-heure par produit, parce qu'il fallait tout se taper à la main. Problématique autour de la refonte de ce projet, c'était simplifier du coup la mise en forme de cet outil, puisque 2014 jusqu'à maintenant, il y a 10 ans qui se sont passés et on n'était pas du tout sur les mêmes interfaces. Comment on accompagne les entreprises pour que ce soit simple, qu'on passe de 15 à 30 minutes, qu'on le descende à 2 minutes pour entrer un produit, voire quelques secondes, mais ça ce sera pour la suite. Et surtout assurer une continuité des données saisies par les utilisateurs. C'est hyper important, la reprise de données, surtout pour nous, une entreprise qui a passé des heures et des heures à compléter son inventaire. L'idée, c'est que quand on fait une refonte, c'est qu'on ne perde pas cette donnée-là. Alors là, quelques captures d'écran de l'outil. Basiquement, on va avoir un tableau de bord, on se connecte pour la première fois, il est vide. La première interaction, ça va être de rajouter ces produits-là. Donc l'ajout des produits va se matérialiser par un moteur de recherche où on va pouvoir saisir les 3 premières lettres du produit, va avoir une liste déroulante. On sélectionne le produit et on va avoir une fiche qui va apparaître et on va pouvoir sélectionner tous les produits qu'on veut rajouter. Donc à partir de là, comme c'est automatisé, on a déjà les données qui sont rentrées et ça va être le use case qu'on va voir après, comment on a réussi à faire ça. On va avoir forcément un ajout de produit, pas de ressaisie, donc au total 15 secondes pour rajouter un produit. Là où avant on passait 15 à 30 minutes. Une fois qu'on a réalisé l'ajout de l'inventaire. Alors ceux qui rajoutent l'inventaire généralement dans le BTP, ce sont souvent les chefs d'atelier ou d'autres salariés. Et donc l'idée c'est pour lui faire gagner du temps, il a tout l'inventaire. Ensuite il va pouvoir avoir ce tableau de bord pour lui dire ok, aujourd'hui, tu as 20 produits qui sont dangereux. Voici les substituts pour que tu passes complètement dans le vert. On te fait des recommandations. On va aussi donner des conseils de prévention, c'est-à-dire quel équipement que tu dois rajouter pour être en conformité. Aujourd'hui, il y a des produits où malheureusement on ne peut pas s'en passer. Ils sont toxiques, mais quel EPI, donc équipement de protection individuelle, on va apporter pour pouvoir réduire le risque. Voilà. Bonjour, donc moi je vais revenir un petit peu sur la phase de conception qui a permis d'aboutir et d'identifier les différents challenges techniques de ce projet en fait. Alors comment on est arrivé au challenge technique, vous en doutez, on va parler d'IA un peu plus tard, mais tout a commencé par un design sprint. Alors design sprint, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette méthodologie, mais c'est une méthodologie un peu accélérée de conception qui a pour objectif de rassembler en un lieu et en un temps assez court, 2-3 jours, généralement, tous les acteurs et toutes les parties prenantes du projet. Donc ça va être, dans le cadre de ce projet, les experts métiers, vraiment les personnes qui connaissent la gestion des produits chimiques, le pôle digital, les différents chefs de projet chez OPP-BTP, l'équipe technique chez Codéine, et les animateurs de ce design sprint, une équipe du XUI, d'ailleurs qui est un de nos partenaires et qui met en place cette méthodologie. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer en un temps court, de benchmarker, de réfléchir aux finalités de la solution, quelle est la solution idéale pour chacun des interlocuteurs. On va pouvoir aligner nos attentes, parce qu'entre un métier et un technique, si on fait des différents échanges, il y a souvent de la perte d'informations, et en fait, là, se rassembler sur 2 jours, généralement c'est ça, c'est 2 jours, 8 personnes, de manière intensive, qui vont avancer ensemble et qui vont dessiner chacun de leur côté une interface. Ah ben moi j'ai pensé à ça, l'autre personne une autre ergonomie. Et on va, sur la seconde journée, on va converger. Donc on va voter, on va rassembler toutes nos idées, on va essayer de dire ah ouais ça c'est bien là, pour à terme arriver à une maquette et un prototype cliquable où on aurait identifié les principaux parcours. Donc là, typiquement, le parcours qui nous intéressait, c'était l'ajout d'un produit. Et on va aller le challenger auprès des utilisateurs pour voir si notre concept, l'idée qu'on a, et les temps de développement qui peuvent être lourds
vis-à-vis de ça, ben, si c'est validé par l'utilisateur ou si en fait l'utilisateur il est carrément sur autre chose, quoi. Et on fait fausse route et éviter de s'en rendre compte un an après avoir tout développé. Donc là c'est ce qui a été fait. Donc on avait un prototype, on est allé retourner voir les utilisateurs. Le concept initial, on en parlait tout à l'heure, c'était faire un Yuka des produits chimiques. Ça nous paraissait le plus adapté. On a les produits, on a un code barre. L'idéal, c'est de pouvoir scanner ça, et comme dans Yuka, récupérer les trucs, avoir un indicateur qui nous dit c'est médiocre, c'est bon. Enfin, ça paraissait vraiment adapté. Et le second point, c'était faire une base communautaire. Parce que dans la version d'avant, on n'a pas parlé, mais la V1 de l'outil, tout à l'heure, Damien parlait des 140 000 produits, mais chaque entreprise, elle faisait son inventaire dans son coin. Donc, chaque utilisateur, il ajoutait un produit, un ciment par exemple, donc l'utilisateur d'après devait le remobiliser, etc. Il n'y avait aucun partage d'informations. Donc là, passer en mode communautaire, ça paraissait être une bonne idée pour que tout le monde puisse profiter d'un travail collectif et qui peut être valorisé au fur et à mesure et profiter à l'ensemble de la communauté. Après ce retour, au final, la base communautaire, forcément, les gens, si on leur dit quelqu'un va saisir à votre place, il n'y a pas eu de sujet là-dessus. Par contre, le Yuka, c'était un peu plus... c'était pas la priorité pour eux, parce qu'au final, tu le disais tout à l'heure, Damien, en fait, c'est pas forcément les responsables d'inventaire, sont pas forcément les personnes qui sont sur les chantiers, donc n'ont pas forcément accès aux produits. Par contre, elles ont accès à la fiche de données de sécurité. Donc, on appelle ça une FDS. En fait, c'est l'équivalent d'une notice d'un médicament, on va dire. Donc, tous les fabricants, ils sont contraints, obligés pour chaque produit chimique, rédiger cette fiche. Et dans cette fiche, il y a tout. Il y a le nom du produit, le nom du fabricant, les étiquettes qu'on a vues tout à l'heure pour savoir si c'est inflammable, si ça brûle, si ça nuit l'environnement, les différentes compositions, donc toutes les substances, les mentions de danger, les consignes de prévention, mettre un masque, etc. Et toutes ces infos, c'est toutes ces infos qui étaient saisies manuellement auparavant. Et alors, saisir toutes les substances d'un produit chimique, j'imagine, déjà rien que les mots sont assez complexes. Bon, c'est là où en fait ça prenait une demi-heure. Donc le retour utilisateur, c'est dire ok, Yuka, ça serait bien dans un second temps, n'oubliez pas, mettez-le dans un coin, mais la P1 pour nous, c'est vraiment, on a ces fichiers PDF semi-structurés. Nous, on voudrait appuyer sur un bouton et que ça soit magique, quoi. Ok, bon, sympa, on va essayer. Donc, les deux challenges qui ont débouché de ça, effectivement, c'était construire cette base de données de référence. Donc là, il y avait un gros challenge métier plutôt côté OPP, parce que là, on a un historique d'une base produit de 140 000 produits, mais qui est presque inutilisable, parce que sur les 140 000, il y en a peut-être 30 000 qui sont bons après fusion, parce que tout le monde a dupliqué des produits, lesquels sont complets, pas complets, à jour, pas à jour. Enfin, il y avait un gros challenge, là, on avait estimé à plusieurs mois manuel, côté de l'OPP, pour que, en plus, c'est pas externalisable, parce que c'est tellement pointu, il faut des experts, métiers, et là, c'est le cœur de métier de l'OPP, donc il fallait vraiment des référents pour travailler là-dessus. Le second challenge, c'était le challenge technique. Alors, là, si on se remet dans la perspective, en plus, on était en mars 2023, les IA ont commencé, OpenAI, c'est fin 2022. Bon, on entendait parler, mais c'était pas généralisé. Donc, comment faire à la sortie du design sprint le challenge de dire, ok, nous on veut qu'on clique sur un bouton et en 10 secondes, par magie, on est tout renseigné. C'était un sacré challenge. Donc voilà, là cette section, c'était pour dire comment on en est arrivé en phase de conception à définir ce périmètre avec une méthodologie ultra rapide, boostée au démarrage du projet, avoir une idée un peu pivotée en cours de projet et identifier les deux challenges techniques pour après savoir comment on va construire un socle technique qui va nous permettre de faire ça. Donc le socle technique, les premières briques, elles sont apparues de manière évidente. En Symfony, on en parlait tout à l'heure, c'est un framework professionnel. Chez OPPBTP, et depuis notre collaboration, ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. C'est un choix qui a été fait il y a longtemps. Il y a plusieurs applications, donc on a plusieurs stacks d'outils. Donc l'évidence, Symfony, c'est même pas posé. React, on a eu quelques variantes pour faire la partie utilisateur. On a testé Angular, on est revenu sur React, mais bon, il n'y a pas vraiment de sujet. Entre les deux, on a appelé plateforme parce que, bon, vous avez compris, il y a un back-end, un front-end, et
La discussion entre les deux se fait via l'appli plateforme. Mais là-dedans, ça répondait globalement. On savait que, OK, on va répondre aux besoins par rapport à l'application qu'on a à faire. Mais il nous manquait une brique. Comment, là-dedans, dans Symfony, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour faire cette extraction intelligence des fiches? Et là, ça a nécessité des analyses. Et je vais laisser la parole à Nicolas qui va... Merci. Oui. On va passer à la suite. Voilà. Donc là, je vais essayer de redonner un petit peu de contexte pour expliquer dans quel cas en fait on a utilisé l'IA. Donc la problématique qui s'était posée, c'était qu'on avait l'objectif, c'était d'aider les utilisateurs à créer des nouvelles fiches produits. Alors Romain et Damien ont parlé de cette base communautaire, mais on n'a pas toujours les produits, même si elle a été initialisée. Donc il y a quand même des cas où les utilisateurs ont besoin de créer des nouveaux produits et ils doivent renseigner de nouveau toutes ces informations. C'est les informations qu'il fallait mettre une demi-heure à renseigner sur l'ancienne application. Donc l'objectif, c'était de les aider à renseigner ce formulaire. Comment on pouvait les aider? De quelles informations on disposait? En fait, on avait ce qui s'appelle donc les FDS. Ce sont des PDF fournis par les fabricants et qui contiennent en fait toutes les données de ces produits. La problématique qu'on avait, c'était que ces PDF, ils ont un format qui n'est pas tout à fait standardisé, c'est-à-dire que chaque fabricant, il y a des sections qui sont à peu près les mêmes, mais ils vont parfois changer un petit peu la nomenclature. Parfois c'est en anglais, parfois c'est en français. C'était un petit peu compliqué. Donc on a commencé, on n'est pas parti bille en tête sur la solution de l'IA, parce que comme le disait Romain tout à l'heure, c'était pas encore si standardisé que ça en informatique. Donc on a fait un peu une analyse des solutions qui existaient et on les a comparées selon différents critères. Alors je vais passer rapidement sur les solutions sur lesquelles on est passé un petit peu. Alors on a essayé de regarder ce qu'on pouvait faire peut-être avec des expressions régulières. Les résultats n'étaient pas super probants et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont un petit peu goûté à cette médecine avec les différents sites où on va poster des CV. Ça ne marche pas toujours très bien. On a vu quelques concurrents aussi qui utilisaient des méthodes où il fallait sélectionner les petites zones sur les PDF. Ça ne nous a pas semblé hyper pertinent. C'était un peu compliqué à mettre en place parce qu'il fallait pouvoir cliquer sur les PDF, détecter les clics, etc. C'était pas super et ça marchait pas génialement non plus. Et ça demandait beaucoup d'actions des utilisateurs. Il y avait également quelques possibilités, quelques services externes qui proposaient de récupérer le PDF et de le découper en CSV et ensuite pouvoir... traiter le CSV en fait comme on peut traiter un CSV de manière habituelle, mais la qualité c'était pas génial non plus parce qu'en fait le découpage était un petit peu aléatoire et dépendait du format du PDF. Et parmi ces solutions, on a donc aussi également testé l'IA et après les avoir comparées, c'était l'IA qui semblait proposer le meilleur ratio entre la complexité de mise en œuvre et la qualité du résultat obtenu. Donc, ce qui est assez intéressant dans ce cas de figure, c'est que souvent, on voit l'IA plutôt comme un chatbot, où on va lui parler, elle va nous faire des petits résumés d'articles de blog, par exemple. Nous, on l'a vraiment utilisé comme une fonctionnalité quand même au cœur du métier pour l'utilisateur, et une fonctionnalité qui est aussi assez transparente pour lui, puisqu'en fait, à aucun moment, il sait vraiment que nous, derrière, on utilise l'IA. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il va uploader son PDF dans lequel il y a toutes les informations, ça mouline un petit peu et on lui sort un formulaire qui est déjà pré-rempli. Donc c'est génial pour lui et c'est assez transparent. D'un point de vue technique, comment ça marche? En fait, on peut considérer qu'on a deux stacks. La première, ça va être Symfony, donc qu'on utilise tout le temps et qui va en priorité récupérer le PDF. Et ensuite, la communication se fait via un script Python. Donc on a fait le choix de passer par un script Python parce qu'à l'époque, c'était ceux qui proposaient les librairies les plus abouties. C'est quand même là où il y a quand même la plus grosse communauté d'IA qui travaille. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, même si maintenant, ça commence à arriver sur d'autres langages. Et on fait quelques pré-traitements sur ce PDF. Alors, on va récupérer les données brutes du PDF parce que forcément, on veut travailler sur du texte. On va essayer de limiter le nombre de tokens pour éviter que on paye trop cher ChatGPT, on essaye d'y penser aussi, et puis aussi pour éviter d'arriver à la limite, puisque ChatGPT c'est pas non plus les portes ouvertes, et il y a quand même un nombre de tokens limité, même lorsqu'on paye un abonnement, sinon j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on est un petit peu limité sur l'usage de l'API. Donc ensuite, on a rédigé un prompt où on va lui demander à la fois les informations qu'on veut qu'il récupère, en lui donnant la formalisation des codes ou dans quelle section il faut qu'il les retrouve, et on lui demande
le format de retour souhaité sous forme d'un schéma. Donc ça, c'est la bibliothèque Python qu'on a utilisée qui nous le permet. On va lui dire qu'on veut du JSON avec telle et telle et telle info. Et après, ChatGPT va nous retourner du JSON correctement formaté, la plupart du temps. Une fois qu'on a ce JSON, on le renvoie à Symfony. Et au niveau de Symfony, c'est plus simple de traiter ce JSON et de le mettre dans un DTO. Donc c'est un objet de transfert de données. Et ensuite, sur cet objet de transfert de données, on peut faire tout un tas d'opérations. Donc on peut le valider avec le validator Symfony, on va pouvoir mettre des valeurs par défaut s'il nous manque certaines valeurs. Et puis, une fois qu'on a ce DTO qui est correctement formaté, on a validé toutes les données, tout est bon, on le renvoie au front, et c'est le front qui va s'occuper de l'afficher à l'utilisateur. Ça, c'était le cas d'usage initial. Donc c'était l'objectif qui avait été identifié au design sprint, comme l'expliquait Romain, mais assez rapidement, en développant le projet, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres problématiques qui pouvaient également être corrigées, qui pouvaient être réglées via ce petit service d'extraction de données. L'autre cas d'usage principal, c'était la reprise de données. On en a un petit peu parlé juste avant. On avait un ancien système qui n'était pas modéré, les produits qui avaient été créés, ils avaient été éclatés entre différents utilisateurs. On a dû faire une grosse passe de nettoyage, on est arrivé quand même à 30 000 produits, ce qui restait relativement conséquent. Et on a estimé que pour corriger ces 30 000 produits, il fallait quasiment 6 mois de travail par un modérateur pour aller éplucher tous les PDF, etc. et mettre les bonnes données. L'avantage, c'est qu'on avait déjà les PDF puisque l'ancien système les demandait. Donc en fait, assez rapidement, on s'est dit, mais on est capable d'extraire les données des PDF et de les pré-renseigner dans un produit. Pourquoi on n'automatiserait pas ça avec un script qui va mouliner sur les PDF et qui va créer les produits? On a fait un petit prototype, on l'a mis en place et les résultats ont été très convaincants. Le deuxième cas d'usage qu'on a rencontré, c'est les modérateurs arrivés vers la fin, vers la mise en production du produit. Ils nous ont dit, mais quand même, nous, ça nous irait bien de pouvoir rajouter nous-mêmes les PDF un petit peu plus à jour, les modèles 2024, et puis mettre à jour les produits automatiquement. Donc on a encore une fois récupéré le service d'extraction et on l'a mis à disposition, cette fois-ci, non pas sur le front à disposition des utilisateurs finaux, mais sur un outil de modération qui était un petit peu à part à disposition des administrateurs. Donc ça, ces différents cas d'usage, c'est là où aussi Symfony a été une grande force, puisqu'en fait le découpage en services, etc., ça nous a permis de bien isoler chaque cas d'usage, et on a pu facilement réutiliser le service d'extraction pour l'utiliser dans les différents cas d'usage, sans que ça s'empiète un peu dessus, qu'il y ait des problèmes et qu'on ait des effets de bord. On a déjà à l'étude d'autres cas d'usage envisagés. Donc là, les administrateurs, par exemple, ils ont proposé la solution de faire appel à un prestataire qui pouvait nous fournir des nouveaux PDF encore plus à jour, les versions 2025 par exemple des produits. On va pouvoir se brancher dessus et encore une fois, on va mouliner dessus pour essayer de mettre à jour les produits avec les données vraiment à jour. Donc comme je l'ai expliqué, ChatGPT, ça nous a quand même été d'un grand recours, ça nous a fait gagner presque 6 mois de travail manuel, mais on a quand même identifié quelques limitations dont je vais vous parler. La première limitation qu'on a eue, celle qui nous a le plus impacté dans le temps de développement, et c'est pas forcément celle à laquelle on pense directement, c'est la latence de ChatGPT. Alors, dans un cas d'usage normal, la latence elle est quand même assez limitée, on est à peu près aux alentours de 1 seconde pour une réponse. Pour un utilisateur lambda qui a gagné 30 minutes, ça va pas trop le gêner. Par contre, quand on doit traiter 30 000 fiches produits, on arrive rapidement à la limite de token qui est imposée par OpenAI. Et en fait, une fois qu'on arrive à cette limite de token, on est mis dans une sorte de liste d'attente qui fait que la réponse elle peut prendre jusqu'à 30 secondes. Et 30 secondes fois 30 000, je vous laisse faire le calcul rapidement, on est à plusieurs jours d'exécution du script. Donc là, il a fallu qu'on revoie globalement le fonctionnement de ce script pour faire en sorte de pouvoir le relancer s'il y avait eu des déconnexions avec la base de données, etc., etc. Ça nous a demandé un petit peu de travail supplémentaire. La deuxième limitation, Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'est que les IA génératives, elles ont tendance à halluciner. On n'a pas livré ça sans le savoir et on a eu la surprise à la fin. On a fait une analyse et on a estimé qu'on avait à peu près entre 5 et 10% de produits qui étaient mal créés. Ou en tout cas, il manquait des informations, ou ChatGPT avait trouvé des informations, on ne sait où, il les avait inventées.
Donc c'est pour ça qu'on est parti du principe que ChatGPT, on l'allait considérer que comme un assistant. C'est pas lui qui crée directement les produits. On renvoie systématiquement les produits sur une interface utilisateur, alors soit pour l'utilisateur final, soit pour un modérateur, avant de créer le produit. Il y a effectivement une petite exception pour les 30 000 produits, parce qu'effectivement là ça aurait été compliqué, on aurait perdu le gain, mais on part du principe que 5 à 10% de produits mal créés sur la reprise de données, c'est acceptable, et de toute façon les utilisateurs ont la possibilité de lancer des alertes s'ils détectent des informations qui sont erronées. La dernière limitation, on en a aussi un petit peu parlé juste avant, c'est qu'en fait, on a une grosse dépendance à un seul service, donc OpenAI. Et effectivement, on s'est fait peur l'année dernière, puisqu'il y a eu une période où le dirigeant en fait, d'OpenAI est parti, et il y a eu des risques, en tout cas, pour la santé de la société. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va arriver de notre fonctionnalité ? À l'époque, il n'y avait pas trop d'alternatives, donc ça reste un problème. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu stabilisé. Derrière OpenIA, il y a des backers, il y a du Microsoft, etc. Donc, en tout cas, le risque que OpenIA lui-même ferme, a quand même un petit peu baissé. Et puis, il y a aussi des alternatives qui sont sorties entre-temps, même si ça ne sera pas forcément évident de le remplacer du jour au lendemain. Heureusement, il n'y a pas eu que des limitations. Il y a eu quand même beaucoup de bénéfices. Et je vais laisser Damien en parler plus en détail. Merci Nicolas. Alors effectivement, les bénéfices clients, c'est un triptyque pour nous. Le premier, c'est pour le gain pour les utilisateurs. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on est souhaité avec cet outil, c'était principalement de toucher les cibles TPE, donc moins de 50 salariés pour nous, principalement. Mais les premiers retours qu'on a eus aussi, au-delà de l'interface qui est intuitive, la base de données qui est consolidée, enrichie, ils ont retrouvé toutes leurs données. On a aussi des grands groupes dans le BTP qui sont venus nous voir plutôt satisfaits de l'outil en se disant mais en fait vous êtes en train d'attaquer des outils qui sont beaucoup plus haut de gamme chez nous, donc on a des très bons retours là-dessus, donc aussi bien pour la petite entreprise qui au début se disait ça me prend trop de temps que des grands majors de la construction. Donc ça pour nous c'est d'un point de vue de l'utilisateur c'est positif, mais là où j'aimerais un peu fixer c'est sur le gain pour nous équipe projet. L'assistance de l'IA, on l'a dit, c'est un gain de temps de 6 mois. Aujourd'hui, on parlait de potentiellement, il y a 1 an, de recruter des modérateurs, etc., pour des tâches qui sont un peu ingrates, de regarder des PDF et de prendre la donnée, de la saisir, etc. Là, on a fait un gain énorme. Et puis surtout, en fait, c'est notre premier projet qu'on fait sur nos outils avec de l'intelligence artificielle, et qui nous ouvre des perspectives d'évolution sur nos autres outils. Et on en a plein, notamment sur la reprise de données, parce que c'est vraiment le cœur de notre sujet chez nous. Aujourd'hui, les entreprises, elles saisissent des choses. Quand on veut faire une refonte, il y a un changement de stack technique, etc. Des fois, on se dit, on va tout changer, mais alors la reprise de données, elle ne va pas être pareille. Là, aujourd'hui, ça nous ouvre vraiment des champs des possibles assez incroyables. Et clairement, là où le triptyque qui se termine, c'est surtout sur l'engagement. Mais après, là, c'est un peu plus globalement. On va avoir sur l'interface, mais on va avoir aussi sur le fait de j'ai retrouvé mes données, je me reconnecte à l'outil et la saisie est beaucoup plus simple. Et du coup, on a une augmentation de la fréquentation de l'outil. Donc voilà. Merci. Donc, je vais conclure rapidement. Je vois que l'heure tourne. Faire une conclusion un peu générale sur le retour d'expérience de ce projet et de l'IA dans ce projet. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien. On va commencer par le positif. Effectivement, dans notre cas d'usage, en tout cas, c'est un vrai atout. On n'a pas cherché à mettre de l'IA dans un projet. C'est vraiment le projet qui nous a conduit à cette fonctionnalité qui aurait été beaucoup plus chronophage. On aurait pu arriver à un résultat certainement même avec beaucoup plus d'énergie. Donc là, ça a été un vrai gain sur l'optimisation du développement et de la modération, etc. Donc c'est touche positive. On l'a tous dit, l'IA c'est quand même un assistant, il faut pas garder, il faut pas avoir à l'esprit que c'est magique et qu'en fait ça y est, on a branché l'IA, il n'y a plus rien à faire en fait. Non, il y a des étapes de validation et de supervision humaine à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que l'utilisateur, il injecte un PDF, donc déjà, le retour, déjà il est traité par nous, on essaye de faire une certaine validation, mais lui, on l'a pré-renseigné le formulaire.
C'est à lui de quand même valider. Une fois qu'il a validé, c'est pas fini. En fait, il va remonter chez OPP BTP en modération et il ne sera pas publié à l'ensemble de la communauté tant qu'OPP BTP n'aura pas validé. Donc il y a 2 niveaux de validation. Donc le gain, comme on disait tout à l'heure, de 15 secondes versus 30 minutes, bon, quand même, il faut relativiser parce qu'il y a ces étapes quand même de modération qui vont devoir remonter. Ça reste nécessairement, enfin, ça reste un gain. Mais voilà, c'est pas magique, il y a toujours une supervision humaine et les hallucinations, etc. On ne peut pas y couper, quoi. L'intégration, après en termes d'intégration, oui, le positif c'est que c'est une API en fait, donc dans le web, intégrer des API, alors je caricature un peu parce qu'il y a quelques spécificités, mais c'est en termes de pourcentage de temps de développement sur ce module, on pourrait comparer ça à un module d'export sur un gros projet, c'était moins de 10%, c'est pas l'IA dans ce projet, c'est pas 80% du projet, on n'y a pas passé 600 jours, c'est vraiment quelque part un petit module d'intégration d'une API qu'on aurait pu faire pour n'importe quelle autre API. Alors, pas vraiment n'importe laquelle, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est quand même un peu lent. Alors, on aurait pu certainement optimiser ça en utilisant du streaming. On n'a pas eu besoin, parce que on parlait, là où vraiment on a eu des problèmes de perf, c'est sur la reprise initiale, qui est un one-shot, en fait. On a chargé une fois les données. On va pas faire les 30 000 tout le temps. Donc, on aurait pu passer un peu de temps, mais on a considéré que c'était satisfaisant de le faire en one shot, mais malgré tout, c'est des temps de réponse qui sont assez longs, quoi. C'est pas des millisecondes, quoi. On est sur des échelles de secondes, quoi. Donc c'est un peu particulier. Donc pour l'utilisateur, ça marche, un par un, il n'y a pas de problème. Pour du traitement en masse, au-delà du fait que ça brûle des arbres, ça a un temps de processing qui est énorme, quoi. Enfin, c'est pas forcément adapté, ou alors il faut trouver des solutions. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, il faut l'avoir en tête, en tout cas, en se disant si je dois mettre à jour 10 000 produits par jour et que ça prend 2 jours, bon, on peut pas le faire. C'est pas possible, quoi. On peut pas traiter le volume de données entrant dans un temps relativement cohérent. Le dernier point, on en parlait aussi, c'est revenu plusieurs fois, ouais, c'est une boîte noire, c'est quand même opaque, il faut en avoir conscience. On envoie des données, on alimente la bête, entre guillemets, avec vos données. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Alors que cette problématique, on se l'est posée avec OPP, BTP. En l'occurrence, c'était pas gênant, parce là, on est sur des données publiques de fournisseurs qui sont obligatoires, qui sont déjà sur le net, qui sont déjà crawlées par l'IA. À aucun moment on fait le lien entre l'utilisateur et le produit qu'on envoie, c'est cloisonné, donc on demande à l'IA, on lui donne un PDF, extrait-nous les informations de ce PDF, et c'est après dans Symfony qu'on va refaire le rattachement et qu'on va rassocier ça à l'utilisateur. Donc on n'envoie pas l'information, mais c'est sûr que demain, brancher de l'IA, un RAG ou ce type de solution sur des données sensibles ou confidentielles, les comptes rendus, là il faut se mettre les warnings dès le départ en se disant je suis sûr de ce que je fais, je sais pas ce qu'ils en font, je sais pas où ils les stockent, est-ce qu'un jour il y aura un problème de copyright sur les données, sur mes propres données. Donc en tout cas sur de l'OpenAI et sur à l'époque il y avait un peu que ça, la question elle se posait. Maintenant il y a des nouveaux services sur lesquels on travaille nous avec nos partenaires hosting, les équipes hosting et data chez nous. Il y a du self-hosting, il y a des IA déjà plus open source, Mistral AI, GPTJ, enfin il y a plein de choses qui apparaissent et qui peuvent être directement en plus portées par les hébergeurs, Outscale, OVH par exemple, qui sont nos partenaires, et vous pouvez installer ça sur des serveurs où vous allez avoir la maîtrise, voire sur du Secnum Cloud, donc cloud privé souverain, Secnum Cloud. Donc là déjà, il y a moins d'exposition. Alors après, effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça consomme. En local aussi, on a fait des tests de faire tourner. Oui, on arrive à installer Mistral AI en local. On lui demande de la capitale de la France, tous les processeurs ils sont à fond pendant 4 minutes, quoi. Donc ça marche, mais il faut qu'il y ait un réel usage en fait. Là pour le coup, je pense que pour ce projet, il y avait un gain, peu coûteux, et il y avait un avantage. Il ne faut pas essayer de mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Et il faut être conscient des limitations, donc confidentialité, lenteur, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, on va une petite dizaine de minutes, sinon on pourra discuter autour d'un verre, ça sera peut-être plus sympa. Aucune question. Bon, on va attaquer le verre direct alors.